signé ce truc-là, le procès-verbal, j'apparais, sur 25 items là-dessus. Et là, on a réellement élargi, bonifié la coopération tout, puis Pierre-Philippe m'envoie de lettre pour quand il est reparti. Je vous remercie pour avoir joué dans toute cette négociation un rôle particulièrement important et efficace. Bon, alors ça, c'était cette période-là qui a lancé la coopération. Donc là, on était un peu en culture, mais on était toujours beaucoup en éducation. C'était les besoins de l'époque. Et tranquillement, le ministère, là, ici, là, s'est élargi parce qu'il fallait coordonner tranquillement ces affaires-là, parce qu'à l'éducation, il y avait aussi d'autres responsabilités que la coopération avec la France. Donc, la chose a été transférée vers le ministère des Relations internationales, à l'époque, quelque chose qui m'a fait intergouvernemental, oui, c'est ça. Donc, il y avait deux affaires au ministère. Il y avait la rencontre avec Ottawa, la négociation avec Ottawa, puis la négociation constitutionnelle, puis tout ce qui entoure, et la coopération avec la France, et on espérait avec le monde. La Belgique, ça n'a pas fonctionné, mais... Et on est rapidement tombé dans Niamey 1, Niamey 2, qui a été une période de négociation, vous n'avez pas idée comment est-ce que ça se battait. Hein. Et le gouvernement fédéral ne voulait absolument pas lâcher rien. Et j'ai fait un discours à la Saint-Jean-Baptiste en 67, le 22 juin, quelque chose de même, où on faisait, je ne dirais pas subtilement, mais assez grossièrement, la distinction entre les relations internationales et la politique étrangère. Là. Je veux dire, bon, en tout cas, montrer qu'on s'est fait un espace là-dedans. Alors, ça a horrifié Ottawa. Je veux dire, c'était réellement l'anathème. On ne fait pas des choses de même. Bien sûr, c'est pas grave, c'est Mars qui se tire encore en l'air. Malheureusement pour eux, le 24 juin, c'est à la Place des Nations. Là, c'est Johnson c'est la Journée du Québec. Alors lui, il remet une couche de plus. Je veux dire, puis il parle de la Biélorussie, puis il parle de l'Ukraine, puis il parle de l'UNESCO, puis on n'était pas dans les strapontins à l'époque. On était pour le vrai. Bon. Alors, c'est pour vous dire que les colonnes du Temple branlaient énormément. Alors, et là, faut se regarder nous-mêmes. Johnson montait sa négociation avec Robarts, et puis finalement, il y a eu, à l'automne 67, Canada of Tomorrow, rencontre des provinces pour refaire la Constitution canadienne. Le fédéral était assis sur un strapontin. Gordon Robertson, là, il était assis sur un strapontin. C'était les provinces qui rebâtissaient le Canada. Canada of Tomorrow. Vous imaginez que le conseil privé à Ottawa, là, il ne laissait pas partir son pays de même. Il a tiré le tapis en dessous des pieds de Pearson. Et Pearson a été condamné pour avoir été, comme Mulroney, avoir été le responsable de tout ça. On négocie pas, on ne travaille pas avec le Québec. Il y a une relation à faire entre Pearson et Mulroney là-dedans. Tire le tapis, puis bonjour, on ne veut plus t'entendre parler de toi. C'est pas ton job comme premier ministre du Canada de faire chouchou avec le Québec. Puis il y a un job, au Québec. On est là pour leur expliquer c'est quoi. C'est un beau grand pays, le Canada, et non pas pour amener au Canada les problèmes du Québec. Ouais, bon. Alors, ils l'ont congédié. Et puis là, on a ramassé Trudeau, qui lui, contrairement à Laurando, il n'est pas parti avec deux nations. Lui. Il est parti avec deux langues. On va régler le problème. Il y a une nation au Canada, deux langues. Alors nous, on avait persuadé Stanfield, quand je dis nous, M. Johnson, puis tout ça, Marcel Faribon, on avait persuadé M. Stanfield d'inscrire dans sa plateforme électorale la reconnaissance qu'il y a deux nations au Canada. Incroyable. Et c'est dans le programme du Parti conservateur en 68. M. Stanfield fait sa campagne là-dessus. Et quel est le résultat? Alors que en 67, juillet, août, il y a des sondages comme quoi le Québec était heureux à 80%, là, puis tout à patente, sur l'affaire de Général de Gaulle. Voilà qu'on se retrouve en élection en juillet suivant. Le Canada, dans cette élection, entre Trudeau, comment dire ça, le Playboy, puis Stanfield, qui était espèce de Ryan de l'époque, quoi, je veux dire. Alors, le Canada, à 45%, il vote pour Trudeau. Le Québec à 53%. Qu'est-ce qui est arrivé? On a signalé au Canada
Puis quand je dis 53%, j'enlève pas du 45, j'enlève pas le Québec. C'est 45% au total, puis 53, donc je pourrais augmenter un peu l'affaire. Mais 45 et 53, nous avons donné le signal que c'est ça qu'on voulait. Qu'on voulait la théorie de Trudeau. Il n'y avait aucune espèce de raison. Stanfield était là, personne ne se souvient que Stanfield proposait la commission Laurando-Danton. Trudeau, il n'y en est pas question. C'est deux langues. Alors, on a attendu le vote du Québec. À 53%, on a voté Trudeau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, aux funérailles, quand on a enterré Daniel Johnson à Saint-Pied-de-Bagotte, certains, dont moi, avons glissé sous son cercueil la commission Laurando-Danton et les deux nations. C'est mort là. Le Québec n'avait plus de rapport de force. M. Bertrand n'avait pas de domaine constitutionnel à défendre. Il n'avait pas eu, il n'en avait pas. Et le Québec s'était prononcé. Où est le problème? Est-ce qu'il est au Canada anglais? Ou si c'est entre nous? Et toute cette période-là, c'est une discussion de Canadiens français. Ou de Québécois francophones, appelle ça comme tu veux. On n'a jamais réussi à relancer Canada of Tomorrow puis de négocier le Québec avec le Canada anglais. À partir de là, ça a été entre francophones. Bissonnette, Lalonde, Trudeau, Chrétien, Tellier, nommez les temps que vous voulez. Il n'y a pratiquement jamais un anglophone. Ça, c'est une leçon de notre histoire qu'on devrait retenir, mais qu'on a tendance à oublier. 72, après 4 années de Trudeau. Bon, là, tout le monde veut se débarrasser de Trudeau. Il fait 38% au Canada, Trudeau. Hors Québec, avec le Québec, 38%. Comment il a fait au Québec? 48. Alors que le Canada pensait s'en débarrasser. Qui l'a maintenu là, en 72? Les Québécois. Après 2 ans de gouvernement minoritaire, il y a encore une élection. Au Canada, Trudeau, il fait 43%. Je répète, 43%. Il était quand même passé de 38 à 43. Mais au Québec, on y en donne 54% du vote. Alors, on l'a imposé. Alors, le gouvernement Stanfield aurait pu être là. Il manquait... puis il s'est accroché parce qu'il n'y avait pas la majorité, mais il était le premier parti en 72. Là, il ne réussit pas. Et là, c'est les ententes de Charlottetown. Il essaye de faire sa réforme constitutionnelle. Trudeau, il ne réussit pas. En 79, là, réélection, le Canada, il donne 40% du vote. Le Québec, j'ose pas le dire, parce que je détruis votre mémoire, 61% des Québécois ont voté pour Trudeau en 79, alors qu'on aurait pu avoir un gouvernement clair, disons, majoritaire. Non. On s'est assuré que Trudeau allait avoir suffisamment de force pour empêcher les conservateurs de travailler avec le Québec. Nous, 61%. En 80, alors que Trudeau était parti, découragé, ne veut plus rien savoir, j'ai échoué la Constitution. 44%, j'étais candidat, je m'en souviens, 44% des Québécois, des Canadiens, pardon, 44% ont voté pour Trudeau. Au Québec, on est réellement dans le département du vote africain, 68%. 68%. Alors, on le réinstalle avec toute la force. Et pendant ce temps-là, là, entre nous autres, on discutait avec l'évêque, puis Bourassa, puis Pierre Sappat, puis tout ce monde-là. Mais quel signal on donnait, et au monde, et au Canada anglais. 68%. Ben, il a rapatrié la Constitution. Puis il a mis dedans tout ce qu'il voulait mettre pour s'assurer que les pouvoirs du Québec soient gelés. L'Assemblée nationale s'est prononcée avec vigueur, à l'unanimité, refusant la Constitution. Tout le monde s'en fout. Elle est appliquée de toute façon. Mais elle est appliquée pourquoi? Parce que 68% du vote. On n'a jamais, et je reviens là, dans nos affaires, on n'a jamais réussi, sérieusement, à négocier entre le Québec et le Canada anglais. Moi, c'est ma conclusion de tout ça. Et c'est les francophones qui ont arbitré continuellement entre deux groupes de francophones, ceux qui veulent, au Québec, un pouvoir plus important, contrôler la langue,
de sa spécificité, et ceux qui disent non, c'est dangereux, on est mieux d'essayer de se battre à l'intérieur du Canada, puis le gouvernement fédéral va faire des bonnes choses, etc. Et les Québécois ont arbitré entre les deux. Pas le Canada anglais, les Québécois. Alors, le rôle du ministère à ce moment-là, il était donc double. La Constitution, je pense honnêtement dire que la Révolution tranquille a échoué. Sur ça. La dernière fois, ça a été Duplessis, quand il a rapatrié les impôts. Depuis ce temps-là, beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, beaucoup de gêne, beaucoup d'épuisement. On a passé beaucoup de monde à la boîte de Kleenex. Mais on est gros gens comme devant. On n'est pas plus avancé. Et on a perdu beaucoup de nos illusions. Nos illusions de veto, nos illusions qu'on avait raison, les illusions qui vont finir par comprendre. Tous. Johnson, Bertrand, Bourassa, Lévesque, nommez-les. Donc la révolution tranquille, pour ce qui est du domaine constitutionnel, je ne pense pas qu'on doit dire que le mythe est extraordinaire, qu'on a réussi. Dans la coopération, on a mieux fait parce qu'il y avait un homme qui s'appelait De Gaulle, qui, jusqu'à la fin, sur son aire d'année, quand on est arrivé à Niamey 1, Niamey 2, je m'en souviens, moi, comme d'hier, parce qu'il faut être rebelle en politique. Faut pas dire, là, je veux dire, faut pas dire ça dans les maisons de ministres. Il faut être rebelle. Des ministres qui sont pas rebelles, ils n'ont pas leur place dans les gouvernements. C'est mon point de vue. Je serais fort malheureux dans les gouvernements d'aujourd'hui, je l'admets. Mais quand on est arrivé à Niamey, là, il y avait des ententes négociantes, Marc Lalonde, puis tout ça. Avec Gérard Pelletier, j'étais là avec Julien Aubert, des noms que vous connaissez, Arthur Tremblay, Guy Frégault, Aubert, Rémy, qui était mon secrétaire, enfin, quelques personnes, on n'était pas nombreux. On parle toujours plus fort qu'on est nombreux dans ces réunions-là, les Québécois. Alors, non, j'accepte pas ça avec Pelletier. J'accepte pas l'entente à Ottawa. Bon, ça n'a pas de bon sens. Je l'accepte pas. Appelle qui tu voudras. Hey, téléphone à Ottawa, ça n'a pas de bon sens. Mars renie les ententes qui ont été faites avec Bertrand. C'est là. Alors, Pelletier m'a envoyé une petite note. Je pense qu'il faut qu'on se rencontre. C'est note qui est dans les dossiers encore. On va se rencontrer. Et là, il arrive avec toute sa délégation, avec Jean-Pierre Goyer, qui était là comme commissaire politique de Trudeau. Après, t'es long, si vous voulez, Pelletier, si tu veux qu'on continue à travailler sérieusement, tu vas d'abord le sortir. Puis, tout cet aréopage, là, si tu veux qu'on s'entende, on va s'entendre ensemble. Dehors. Hey, ça jouait dur, alors, il est obligé. Il faut dire, Gérard Pelletier a été extraordinaire. S'il y en a un, de l'autre côté, qui était sensible, déchiré sur la question québécoise et la question canadienne, c'est Gérard Pelletier. Je suis bien placé pour en faire le témoignage et je lui rends ce témoignage-là. Mais ça a été, je veux dire, des batailles à pu finir. Et je termine sur cet événement cocasse. Je reviens au chansonnier de l'époque, Pauline Julien. Alors, il avait invité des artistes et puis il avait invité Diori là, pour aller ajouter la cerise culturelle sur le gâteau constitutionnel. Et Pauline Julien est là. Alors, durant le discours de Pelletier, avec une foutue caméra de Radio-Canada qui était braquée sur moi, je veux dire, au moment où Pelletier parlait, Madame Julien, vive le Québec libre, mon vieux. Moi, je bronchais pas, parce que j'avais la caméra de Radio-Canada, je voulais quand même pas passer à la trappe. Pelletier, je veux dire, joué ça comme un pro, il a fait semblant de rien, puis bon, en tout cas. Alors, l'affaire continue. Et il y a, ce soir-là, je crois, en tout cas, un dîner à l'ambassade de France, à Niamey, où le Canada n'avait pas été invité par les Français. Malraux était là, évidemment. Alors, il n'a pas voulu avoir le Canada. Alors, il y a une espèce de table d'honneur où je me retrouve c'est à l'extérieur, évidemment. Alors, Malraux est là, l'ambassadeur de France, de 2-3 autres. Puis Malraux parlait avec tout son enthousiasme, puis son vocabulaire particulier, puis son ton de voix. Et là, je découvre
que lui est profondément convaincu, puis il a expliqué ça à l'ambassadeur, que la France doit intervenir. Là, on ne peut pas laisser faire ça. Au ministre, on ne peut pas faire que... Il pensait que c'était mon épouse. Alors, il fallait agir, il fallait absolument pas que ça arrive quoi que ce soit à Mme Julien, parce que c'était l'épouse du ministre du Québec, et que nous, la France... Alors, moi, j'étais là, je dis, comment je me sors de ça? J'étais quand même pas pour le contredire devant l'ambassadeur. Je veux dire, puis, écoute, il aurait fallu que je donne un paquet d'explications pour que Malraux, Philippe, on a fait comme si de rien n'était. Le lendemain, l'ambassadeur, à la première heure, monsieur, au bureau de la présidence, pour s'assurer que Mme Julien a tous les permis voulus pour procéder à ces concours. Voilà comment ça se passe dans le vrai monde. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. Nous aurions quelques minutes pour des questions avant que M. Monson nous laisse. Donc, qui veut briser la glace? La glace fond maintenant, oui. Comment expliquez-vous cette espèce de division en deux des Québécois sur ces choses-là qui n'a pas été la cause, puisque et pourquoi l'enthousiasme pour Trudeau? C'est parce qu'il promettait le bilinguisme à l'échelle du Canada? D'abord, premièrement, un groupe conquis se divise toujours. Dès 1763, 64, 65, sa première génération, nos seigneurs marient des Écossaises, les Écossais marient des filles de seigneurs. Vous regardez la généalogie, là, à ce moment-là, il y a tout de suite, là, par le côté affaires, le côté marchand, le côté commerce, le côté faire de l'argent. Alors, il y a une association qui se fait entre ceux qui sont arrivés dans les fourgons de l'ennemi, les marchands écossais et autres, et ceux qui allaient dominer, et là, il fallait qu'ils s'accrochent à quelque chose, autrement, ils prenaient le bateau puis ils retournent en France. Alors, il y en a beaucoup qui retournent en France, mais il y a ceux qui sont... Alors, Fraser a pris une seigneurie, etc. Ils se sont partagés ce monde-là. Alors, dès le début, tout le long, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a des gens qui ont des intérêts différents. Il y en a qui sont de la sociologie de leur collectivité. Regarde l'Église qui était pris en sandwich entre les deux. C'est l'Angleterre qui décidait s'il y avait un évêque ici. Puis, alors quand on est conquis, masculin, c'est comme ça que ça s'appelle. Je veux dire, on domine pas et puis on est le jeu du pouvoir. Et ça s'est perpétué tout le long. Quand le père Lévesque, il savait fort bien qu'en s'en allant à la commission Massé-Harris, il n'allait pas là pour... il n'est pas allé là pour défendre les intérêts de la double nation, puis de l'importance de l'Assemblée nationale, puis de garder les universités, puis le contrôle de tout ça ici. Je l'ai laissé aller loin, la commission Massé-Lévesque. Mais on a oublié ça. Puis, ben alors, c'est une caution. Il y a toujours des gens qui ont des cautions. Et regardez, Trudeau, sa mère est une anglophone, Trudeau. Hein? Une écossaise. Son père est francophone. Et lui, il s'est identifié à sa mère, je veux dire. Pour lui, son père était grossier, etc. Il s'est identifié à sa mère et toute sa carrière en a dénoté. Je ne veux pas aller faire trop de psychologie, mais je veux dire, dans une société, c'est normal, les gens se séparent. Alors, il y a eu ici l'influence, et c'est pour ça aussi, surprenant que ça puisse correct. Pareil, on n'a jamais étudié l'influence de Radio-Canada sur la pensée politique du Québec. Il faut le faire, hein. C'est l'instrument le plus gros. Je sais, j'ai été ministre 2 fois à la culture, de la communication pendant 4 ans. Je sais ce que c'est, Radio-Canada. C'est un instrument énorme qui marque la réalité culturelle. Ça ne peut pas faire autrement. Et la réalité culturelle, c'est la réalité politique. Or, dans notre sagesse d'historien, de sociologue, d'intellectuel, on n'a jamais écrit un livre sérieux sur ça, la pensée politique. On en a fait des livres